dans la main. Ce qui est très compliqué, c'est que les tendons sont hyper fragiles malgré les sutures des chirurgiens. Alors en fait, autant vous dire que du coup, le SDRC est une pathologie très complexe, neurologique périphérique, neurologique centrale. Et du coup, c'est pas en mettant la main dans l'eau chaude et dans l'eau froide que ça va guérir. Spécifiquement pour les ligaments scaphoulinaires, le seul moyen de voir sa lésion, c'est de passer ce qu'on appelle un arthroscanner, c'est-à-dire un scanner avec une injection de produit de contraste. Je pense que justement, c'est très formateur de parler de nos erreurs et c'est une très bonne question. Tu fais bien aborder ce sujet. Donc en fait, laissez vos patients parler, même si des fois ils vont vous raconter des trucs de leur vie. Et ben en fait, justement, quand ils vous racontent des trucs de leur vie, ben vous allez avoir des informations très intéressantes. En fait, si on prend pas soin de nous, on sera de moins bons professionnels de santé. Donc il faut que vous soignez vous-même avant de pouvoir soigner les autres. Et salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Tessadit Essaoui, qui est kinésithérapeute spécialisé dans la main. Du coup, aujourd'hui, ça va parler de main, de poignet, de pathologies associées à ces zones du corps, mais également de fausses croyances, d'erreurs à ne pas commettre et bien d'autres choses encore. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo, et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go. Et salut Tessadi, écoute, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de t'accueillir ici sur Entendons. Et donc, voilà, ici, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est un petit peu bateau, c'est est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à ceux qui nous écoutent, parce que certains te connaissent, mais certains ne te connaissent pas forcément. Donc voilà, dis-nous-en un petit peu plus sur toi. Salut à toi, Augustin, et puis merci à Full Physio du coup d'avoir confiance en moi depuis quelques temps déjà, je crois depuis quelques années que je travaille avec eux. Donc merci à vous de me proposer ce podcast aujourd'hui. Donc je suis Tessa Itaïsaoui, je suis kiné spécialisée en rééducation de la main. J'exerce à Lyon et donc ça fait une dizaine d'années que je suis diplômée, mais ça fait 7 ans que je fais que de la rééducation de la main. Et c'est passionnant et je me suis rendu compte qu'en sortant de l'école de kiné, on connaissait pas grand-chose en rééducation de la main. Enfin, moi perso, quand je suis sortie de Ouais. mon école, j'ai un peu galéré avec les patients et donc j'ai voulu transmettre mes connaissances de manière, on va dire, j'ai tenté de transmettre mes connaissances de manière assez simple et pédagogue, dans le sens où j'ai voulu faire un accès à la rééducation de la main de manière facile pour les kinés généralistes. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une page Instagram où j'explique les connaissances de base à avoir avec les patients pour au moins ne pas être délétère. Et du Mhm. coup, je suis également formatrice aussi donc pour les kinés diplômés. J'interviens en IFMK et j'interviens régulièrement au congrès, au GFK, au congrès de chirurgie de la main, etc. Ok. Ouais, c'est vrai que personnellement, moi, je te suis depuis assez longtemps sur les réseaux, je peux le dire, depuis les débuts, les premières vidéos. Donc, c'est pour ça que je suis d'autant plus content de t'avoir aujourd'hui. C'est vraiment chouette. Donc, Et voilà, moi, c'est vrai que j'avais une question, c'est qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à te spécialiser dans la main au final? Est-ce que c'est venu comme ça ou... Parce que moi, personnellement, c'est une zone, je pense que je suis pas le seul où on n'est pas super à l'aise. Moi, quand j'ai une main ou un poignet, je suis jamais... je suis pas aussi à l'aise que si j'ai par exemple un genou ou une épaule. Et donc voilà, qu'est-ce qui fait toi déjà que tu t'es spécialisé là-dedans et aussi qu'est-ce qui fait que tu adores ça en fait, parce que je suppose que tu adores ça vu que tu continues à être spécialisé là-dedans. bah, c'est marrant, moi c'est l'inverse, tu vois. Moi je suis pas du tout à l'aise avec les épaules et les genoux. Typiquement les genoux, je Ok. suis super nulle. Des fois les patients Ok. me demandent des trucs pour les genoux, je dis mais franchement j'ai tout oublié, je suis nulle, ne me demandez pas. Ouais. Alors en fait je me suis spécialisée en rééducation de la main, déjà parce que j'ai toujours été attirée par le membre supérieur, parce que j'étais moi-même patiente, comme plein de kinés, on était nous-mêmes patients et ça nous a donné envie d'être kiné. Ouais. Donc moi j'ai eu plein de fractures au coude en fait et j'ai eu un parcours de soins assez chaotique, mais je m'étais déjà Mm. intéressée donc au membre supérieur à ce moment-là. Donc quand j'étais petite, hein, j'avais 10 ans. Ok. Et après, donc j'ai commencé à être kiné, donc j'ai été kiné généraliste pendant 3 ans. Et Mhm. malheureusement, mes problèmes de coude ont refait leur apparition, puisque j'ai eu de l'arthrose post-traumatique à donc 25 ans. Donc j'avais un Ah coude ouais. tout déglingué à 25 ans. Et ben en fait, je pouvais plus rien faire. Et donc quand j'avais 25 ans, c'était en 2015, et c'était pas encore trop la mode des no hands thérapie, etc. Et Mm. je me suis dit, bah, en fait, je peux plus être kiné généraliste, parce qu'à l'époque, on faisait encore, c'était il y a pas si longtemps, mais c'était il y a 9 ans, et à Ouais. l'époque, on faisait encore beaucoup de massages et de mobilisation Ouais. manuelle, etc. Et je pouvais plus, en fait, parce que j'avais trop mal au coude. Donc, c'est mon chirurgien de la main qui m'a, euh, qui m'a indiqué je lui ai dit à mon chirurgien de la main que j'étais un peu désespérée, que j'étais kiné et qu'à 25 ans, avec un coude en vrac, je savais pas comment j'allais faire.
Donc c'est mon chirurgien de la main, je le cite pour le remercier, c'est le docteur Webb à Lyon, qui a eu la gentillesse de me dire bah, vous avez qu'à devenir kiné de la main. Et je dis c'est une trop bonne idée, ça a l'air trop intéressant. Il m'a dit ouais puis vous verrez vous peinez pas du tout, vous peinerez pas du tout avec votre bras. Donc voilà, c'est grâce à lui que je suis, que je suis kiné de la Ah main, c'est lui ouais! qui m'a donné l'idée. Ah ouais, donc ça part en fait d'un problème de coude, en fait, la boucle est bouclée, quoi. Exactement, c'est ça. C'est Du coup, et est-ce de que ton point coude va de vue, mieux maintenant? bah en fait j'ai une prothèse de tête radiale maintenant, donc ça va mieux. Ah ouais, J'ai une prothèse OK. à 27 ans, ce qui est pas très fun, mais bon, c'est comme ça. Ouais, Et, ouais, et en fait, ouais, du coup, c'est moi-même qui ai eu des problèmes de main et maintenant je m'occupe des gens qui ont des problèmes de main, donc c'est cool. C'est vraiment incroyable. hyper passionnant, évidemment. Donc je ne m'ennuie jamais, même si je m'occupe que de là à là, contrairement à ce qu'on Ouais, pourrait croire. C'est passionnant, je m'ennuie jamais, j'apprends plein de choses tout le temps. ouais. Et voilà, je suis contente d'aider les patients parce que j'aurais bien aimé avoir des soins de bonne qualité quand j'étais jeune, ce qui n'a pas du tout été Mmh. le cas. Donc Ouais. j'essaie de rattraper un peu avec les patients ce que j'ai pas eu la chance d'avoir. Ah bah, c'est bien résumé, ça prend vraiment sens quand j'entends ça, donc c'est cool. C'est une belle histoire, hein. Mais oui, ça Bah, tombe bien pour mes patients, un peu moins pour moi, ouais, mais pour mes patients, c'est cool. ouais, c'est vrai que si tu avais pu éviter la prothèse, de tête radiale, ça aurait été cool, mais Ça aurait été bon. mieux, ouais. Mais ouais, et en parlant d'Insta, c'est vrai que moi j'ai regardé récemment tes 2 réels sur les 10 commandements de la main, et tu parles notamment du fait que si on manque, d'informations, que ce soit au niveau de la prise en charge et cetera, bah, on peut «abîmer» entre guillemets quand même le travail du chirurgien. Et ma question ce serait, beh, est-ce que tu aurais des exemples de situations, d'interventions, de pathologies où, beh, il faut être quand même super vigilant, beh, concernant ce que l'on propose, aux patients justement, bah, ici en l'occurrence en post-opératoire, pour pas abîmer le travail du chirurgien? Bah, oui, évidemment. Alors, tous les kinés de la main, je pense seront d'accord avec moi. Le truc auquel il faut faire le plus attention, c'est les sections de tendons, alors qu'il s'agisse des fléchisseurs ou des extenseurs. Mais typiquement, ce qu'on voit en pathologie dans la main, tout ce qui est fracture, lésions ligamentaires, etc., c'est des choses qui ressemblent quand même pas mal au reste du corps. Mais la section de tendon, c'est vraiment la pathologie qu'on voit uniquement au niveau de la main. Alors, il y a des sections de tendons ailleurs, évidemment, tendons Ouais. d'Achille, etc., mais c'est pas du tout la même rééducation. Dans la main, ce Mmh. qui est très compliqué, c'est que les tendons sont hyper fragiles malgré les sutures des chirurgiens. Et ils ont vite tendance soit évidemment à casser, puisque c'est la suture qui tient uniquement, du coup on risque de la casser, Ouais. soit à se distendre, notamment au niveau des tendons extenseurs, de faire des distensions irréversibles. Et ça, c'est le gros problème parce que ça arrive très vite, que ce soit une rupture ou une distension. Il suffit de pas grand-chose pour venir casser ça. Et bah, évidemment, si on casse la suture, le patient il doit retourner au bloc avec une grosse perte de chance. Le chirurgien il doit tout recommencer, et même pire qu'avant, puisque très souvent il va être obligé même de faire une greffe, de prendre d'autres Ah ouais. tendons pour venir regreffer, etc. Donc ça complique évidemment le geste chirurgical. Et donc ça complique les pertes de chance ça augmente les pertes de chance pour le patient évidemment. Ouais, et tu as une période comme ça un petit peu, où il y a plus de risques, enfin je suppose c'est peut-être surtout en post-opératoire immédiat, mais ça s'étend sur combien de semaines où généralement il faut vraiment faire attention à cette suture? Alors en fait, toute la complexité du coup de cette section de tendon, c'est qu'en fait on peut pas immobiliser les patients parce que si on les immobilise, il va y avoir des adhérences qui vont se créer et du coup le tendon il pourra plus bouger. Et ça c'est Mmh. vraiment quelque chose qui est spécifique à la main et particulièrement aux fléchisseurs avec toute la gaine digitale en fait. OK. Donc le tendon il met 6 semaines à être cicatrisé, donc pas consolidé, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas encore forcer, mais en tout cas on peut commencer à bouger dans toutes les amplitudes seulement à partir de 6 semaines. Et donc c'est une fenêtre de tir où on doit absolument entretenir la mobilité active et passive du patient sur ces 6 semaines. Et du coup, si on bouge pas assez, bah, du coup, ça va faire des adhérences. Et si on bouge trop, on risque de casser le tendon. Donc, on a vraiment ces 6 semaines de rééducation qui sont très complexes, avec notamment une période de fragilisation du tendon entre J10 et J15. Donc, un peu comme OK. pour les croisés, il y a une période Ouais, de fragilité. Je crois, je sais plus quand est-ce que c'est, quand je dis que les croisés ouais, ont un mais j'allais dire la même chose, ouais. voilà, OK. c'est ça, c'est exactement la même chose. Et donc voilà, la plupart des ruptures interviennent entre J10 et J15, et particulièrement si le patient n'a pas fait de kiné avant. Donc le meilleur moment pour OK. commencer la kiné, c'est entre J3 et J5. Et si le patient il arrive chez vous justement à J10 et qu'il n'a jamais fait de kiné, il y a de fortes probabilités qu'il rompe son tendon si vous faites pas ce qu'il faut. Typiquement, si vous faites du renforcement musculaire, c'est une cata. Ouais, surtout qu'on est vite tenté au final de faire quand même, enfin, moi personnellement, j'en ai pas eu des ruptures des fléchisseurs comme ça et cetera. Je suppose qu'ils vont les ces patients-là vont peut-être plus facilement chez des spécialistes de la main. En tout cas, moi au cabinet, j'en ai pas eu encore. Donc au moins si j'en ai un demain,
Je saurais, je penserais à ça. Mais c'est vrai que, ouais, on est vite tenté quand même on réalise peut-être pas la charge qu'on met, sur la main en serrant même une balle ou quoi et cetera Oui. et je me dis si c'est ouais, j'avoue que si ça pète, c'est quand même, Alors c'est quand même, c'est très embêtant et en plus évidemment c'est de votre faute quoi si ça pète dans votre cabinet, ouais, médico-légalement parlant, c'est de votre faute. Et il faut ouais. savoir qu'en termes de pression, donc il y a des études, qui ont été faites sur la possibilité des tendons de supporter des charges et en fait rien que de faire ça, c'est déjà à risque de faire une rupture de tendon. Ah ouais? Donc évidemment que le serrage de balle, Waouh! c'est foutu. Donc on a juste le droit de faire ça en fait, c'est tout. Ah ouais. Ah ouais, mais ça Donc semble voilà, faut être minime en vraiment fait très quand tu vigilant. montres ça. Ouais, Oui, pour ceux qui nous écoutent, Tessa vient de faire, comment? Une flexion-extension avec ses doigts. Parce que j'avoue que, vu que le podcast voilà. c'est aussi en audio, il Ah faut que je pardon, pense à c'est oh t'inquiète, c'est moi, il faut que je pense aussi à dire, à essayer de décrire les gestes qu'on fait comme ça personne, comme ça il y a pas de jaloux, ni de jaloux. voilà, c'est ça. Donc en fait, la pince pouce-index, juste Ouais, poser l'index sur le pouce, c'est déjà suffisant pour faire une rupture de tendon. ouais, OK, ouais. Ah bah, tu vois, ça C'est vraiment c'est rien du hyper tout. intéressant. Ouais, mais ça semble rien, mais c'est pour ça Oui, qu'il faut se spécialiser dans la main, tu vois? C'est pour ça que ou au moins franchement, se former. ouais, franchement, et se former chez toi, en l'occurrence. Ouais, on Bah, en chez moi profite, ou petite chez pub d'autres en même confrères, temps, voilà, chez moi ou d'autres confrères qui sont très, très forts, également. ouais. Mais, et bah, voilà, je suppose que du coup, tu as vu passer beaucoup de mains, entre tes mains, si je peux dire ça, comme ça, Oui. un peu poétique, tu vois? Mais du coup, ce serait quoi ton top 3 des pathologies les plus complexes à gérer? Ou alors, bah, vu qu'ici on parle un peu de presque l'obligation ou en tout cas l'intérêt de se former dans la main pour vraiment traiter que des mains, mais quelles seraient les pathologies où vraiment ça requiert, selon toi, d'être spécialisé dans la main pour les prendre en charge? Alors du coup, je vais en citer 3 des pathologies, donc celles que je viens de citer évidemment, hein, donc c'est les sections de Ouais, tendons. Je pense que vous aurez bien compris pourquoi, hein. ouais, Évidemment que ce soit section de tendon fléchisseur ou extenseur, donc je ne vais pas en parler plus parce que j'ai déjà bien développé. ouais, Autre chose, très, très intéressante, je vous bassine pas mal, sur ma page Insta avec ça. C'est le ligament scapho-lunaire au niveau du poignet et le ouais. TFCC d'ailleurs, donc les ligaments intrinsèques du poignet, qui sont vraiment pas bien connus. Moi perso, je les Mmh. connaissais pas du tout. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est quand je suis allée voir une chirurgie de la main et du poignet. Donc c'est un chirurgien qui était en train d'opérer un TFCC. Et il m'a dit, tu connais le TFCC? Je lui ai dit non, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Donc c'est le ligament triangulaire dont on a tous entendu parler en fait en anatomie. Ouais. Sauf qu'on se rend juste pas du tout compte de l'importance que ça a. Et pareil, le ligament scapho-lunaire, qui est d'une importance capitale, que je compare en fait au croisé du genou. C'est un ligament intrinsèque qui permet la stabilité du poignet, qui est très mal connu. Et il y a pas mal de patients qui se lèsent ce ligament sans s'en rendre compte, puisqu'il faut des examens spécifiques. Et donc, c'est des patients qui vont être en errance thérapeutique pendant des années, puisqu'évidemment, si Mmh. les gens ne connaissent pas l'importance de ce ligament, ils vont pas le tester. Les croisés, tout OK. le monde a le réflexe de se dire, bah voilà, il y a Ouais, quelqu'un qui a fait une torsion du genou, évidemment, on va faire la semaine, etc. Et ben là, pour le poignet, les gens connaissent pas trop, quoi. Donc, j'essaie de sensibiliser là-dessus, mmh mh. parce que malheureusement, il y a un risque d'arthrose post-traumatique précoce suite à ce type de lésion de ligament. Quand je dis précoce, je parle de quelques mois. On peut avoir de OK. l'arthrose en quelques mois. Donc, c'est Ah vraiment ouais, très, si très si rapide. rapidement? Oh punaise. Ouais. Alors, la littérature décrit à peu près début d'arthrose à partir de 6 mois Mmh post-rupture mh. de ligament. C'est-à-dire que ça va très vite. Donc, si vous blessez à 20 ans, vous avez de l'arthrose à 20 ans et demi. C'est quand même vachement embêtant. C'est cher payé quand même, quoi. C'est cher payé, ouais. Oh Et punaise. donc voilà, de manière globale, les ligaments intrinsèques du poignet. Et Ouais, évidemment, la dernière pathologie qui est mon dada pour ceux qui me connaissent, que j'aime beaucoup, 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 c'est le SDRC, donc qui n'est pas qu'au ouais. niveau de la main, évidemment, qui est aussi dans le reste du corps, mais qui est juste hyper complexe, bah, comme son nom l'indique, syndrome douloureux régional complexe. Mmh mh. Et c'est complexe, mais c'est passionnant. Moi, j'adore rééduquer cette pathologie, mais évidemment, ça demande beaucoup de connaissances. Et le gros problème de cette pathologie, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues qui sont Mmh mh. évidemment fausses. Et franchement, moi, ce que j'ai appris à l'école de kiné en 2013 n'était pas du tout adapté. En fait, OK. tout change, comme la lombalgie, par exemple, ce que j'ai appris Ouais, en 2013 ouais, sur les lombalgies, bah, c'est plus du tout la même chose que ce qu'on fait maintenant. Et ouais, honnêtement, je préfère les traitements qu'on propose actuellement. Évidemment que du travail ouais. actif, c'est plus intéressant que de faire du massage. Pour le Ouais, SDRC, clairement. c'est un peu le même principe. OK, et ici, je sais pas si tu as quelques éléments en tête quand tu dis que les choses ont peut-être un petit peu changé à propos de la prise en charge des SDRC. Est-ce que tu as en tête voilà, des éléments qui justement ont changé, que tu pourrais nous donner un peu plus concrets? Oui, bah, je peux vous faire rapidement un petit résumé d'une vidéo que j'avais faite sur Insta. Les idées Carrément. reçues qu'on a,
je vais essayer de faire vite. Les idées reçues qu'on a sur cette pathologie, premièrement, c'est un gros problème, c'est qu'on croit que c'est psychosomatique. Mhm. Pour faire simple, une pathologie psychosomatique, c'est un problème qui vient à la base de nos émotions et qui va déclencher des symptômes au niveau du corps. Donc typiquement, vous êtes stressé, vous avez mal au ventre. Ça, c'est Mhm. psychosomatique. Ok. L'algodystrophie ou le SDRC, ce n'est absolument pas psychosomatique. Vous avez eu un traumatisme et du coup, c'est une complication douloureuse, inflammatoire, etc. de ce traumatisme. Donc ça découle d'un trauma et ça va engendrer cette pathologie. Donc ça n'a rien de psychosomatique. Évidemment qu'après, les patients risquent d'avoir des problèmes psy, mais c'est parce qu'ils ont très très mal depuis des années et qu'ils n'en peuvent plus. Mais il n'y a pas de Ouais, c'est corrélation ça. entre l'état initial psychologique du patient et le fait de développer un SDRC. Mhm. Ok. Les autres idées reçues, c'est que du coup, les patients, il faut rester en infradouloureux quand on les voit. Sauf que Mhm. c'est pas possible parce que très souvent, ils arrivent chez vous, ils ont déjà mal 8 sur 10, donc je vois pas comment on peut Ouais. faire. Ouais. Euh, L'autre idée reçue aussi, c'est qu'on dit que c'est la faute du kiné. Alors, c'est pas toujours Mhm. la faute du kiné. Ça peut, s'il fait le gros bourrin, oui. Mais si c'est un Ouais. kiné qui est doux et qui est attentif aux douleurs de son patient, il n'y a pas de raison que ce soit la faute du kiné que le patient fasse un SDRC. Mhm. Euh, enfin, pour terminer, moi, ce que j'avais appris en 2013, c'est le traitement pour le SDRC, c'est les bains écossais. Alors en fait, autant vous dire que du coup, le SDRC est une pathologie très complexe, neurologique périphérique, neurologique centrale, et du coup, c'est pas en mettant la main dans l'eau chaude et dans l'eau froide que ça va être guéri. C'est un petit peu plus Ok. complexe que ça, donc évidemment, il faudra envisager de la rééducation périphérique, mais également de la rééducation neurologique centrale, comme on le Ouais. voit chez des patients atteints d'hémiplégie. Ok. Ouais, mais tu vois, ça c'est hyper intéressant parce que les idées reçues que tu nous as citées ici, eh ben, j'ai eu une patiente il y a quoi? Il y a, on va dire 2 mois pour l'exemple là, qui est venue chez moi, qui avait été chez une kiné, ou un kiné, je sais plus avant, c'était pour sa cheville. Ben, elle avait, développé un SDRC et toute la faute était mise, sur, le kiné en l'occurrence, machin, c'était vraiment de sa faute alors qu'il y avait pas eu plus de forcing que d'habitude et c'est hyper intéressant, mais parce que le médecin avait dit, voilà, il faut rester en infradouloureux, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai pas eu énormément de SDRC à prendre en charge, heureusement, parce que personnellement, je trouve que enfin, je suis pas le seul et tu le viens de le dire, c'est pas facile. Mais j'étais un peu démuni. Je me disais, ok, je bouge à peine en flexion dorsale, elle a déjà mal. Si je dois rester en infradouloureux, ben, on parle, en fait. Il Ouais, y a plus rien à faire. Et donc, exactement. ouais, c'est hyper intéressant de voir, en fait, que voilà, les idées reçues que tu partages ici, ben, en fait, je les ai vécues il y a pas moins de 2 mois. Et vu que je suis pas spécialement spécialisé dans le SDRC, bah forcément, je n'étais pas tout le temps au courant de ça non plus, quoi. Ok, Mm. bon ben, tu vois, c'est comme quoi. Bah Et, oui, c'est ça. et bah, si on passe un petit peu à la suite, Attends, excuse-moi, ouais, je peux dire un truc ouais. en plus ou pas? Ah, vas-y, évidemment, n'hésite pas. Alors, je voulais juste vous préciser que si vous souhaitez en savoir plus sur les SDRC, j'avais fait un webinaire donc avec Physio donc l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et aussi, si vous souhaitez, j'ai pas mal de vidéos sur Insta sur le sujet et sur YouTube aussi où j'ai fait une vidéo donc à destination des patients, mais qui est aussi tout à fait intéressante pour les kinés. Ok, trop bien. Bah, écoute, je pense qu'à mon avis, beaucoup d'auditeurs là te suivent déjà, donc c'est cool de faire un rappel parce que je pense que le contenu qu'on poste sur Insta, ça a tendance à vite couler. On Ouais, le poste et puis 2 mois après, et puis après, ouais, les gens oublient. c'est assez terrible. Et c'est trop bien. C'est vrai que tu avais fait ça avec Full Physio aussi. Donc, allez tous voir ça. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Et parce qu'on ne sait jamais prévoir quand est-ce qu'on va avoir un patient SDRC. Ça peut être n'importe. Au final, comme tu l'as dit, ça peut être à n'importe quelle partie du corps, entre guillemets, ou en tout cas, ça peut survenir un peu n'importe quand. Donc c'est toujours bien de savoir, d'avoir les armes, quoi. Surtout les Euh, extrémités du coup. ouais, Extrémités, surtout les extrémités. donc y Ouais, compris pour le j'avoue. membre inférieur. Ouais, j'avoue qu'un SDRC des lombaires, c'est quand même, Ça n'existe c'est quand pas. même rare. Donc, heureusement que tu es là pour me corriger quand même. Euh, ok, du coup, ben, pour cette prochaine question, j'ai pas énormément de patients qui viennent pour la main au cabinet, mais quand j'en ai, c'est souvent aussi des ténosynovites de Kervin. Mhm. Et ils arrivent souvent avec une attelle complètement immobilisée. Et donc, je me demande toujours ben, dans quelle mesure est-ce qu'il faut immobiliser un poignet ou non et dans quel cas, ben, selon toi, ici, ça a de l'intérêt d'immobiliser comme ça strictement parce que moi, j'ai des patients, ils me disent, ah non, mon médecin m'a dit immobiliser pendant, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 semaines, quoi. Et donc, c'est quand même assez hardcore. Et donc, voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis sur la question. Alors, moi, je suis pas spécialisée en rhumato puisque je fais beaucoup de post-trauma ou post-chirurgical.
Mais évidemment, j'ai quand même Mhm. quelques patients et j'ai quand même quelques notions sur 2 Carvin, heureusement. Alors, pour répondre spécifiquement à ta question, sur de la rhumato, faut jamais immobiliser déjà. C'est comme la Ouais, rhumato du dos. Comme quand on dit au ouais, patient, vous avez mal au dos, vous restez allongé 5 jours. C'est exactement la même chose pour le membre supérieur, c'est une très mauvaise idée. Donc évidemment, il ne faut pas immobiliser les patients. Par contre, pour 2 Carvin, spécifiquement, ce qui est intéressant, c'est d'immobiliser, mais que la nuit. C'est-à-dire de ok. mettre une attelle faite sur mesure. Faite sur mesure, attention, pas des Ouais. attelles de série, parce qu'on est tous Mhm. très différents, et du coup, les attelles de série, des fois, font plus mal que les attelles, que de pas d'avoir Mhm. d'attelle, donc c'est quand même dommage, évidemment. Donc Ouais. évidemment, des attelles sur mesure faites par les orthésistes, à porter que la nuit dans une position de moindre contrainte, pour essayer de diminuer le flash inflammatoire qui a lieu, évidemment, donc la nuit, vers 4-5 heures du matin. Mais le reste du temps, il faut surtout pas immobiliser. Il faut faire éventuellement une adaptation des prises, etc., comme on pourrait le voir sur les épicondylalgies, où on va mettre des souris verticales, typiquement, bah voilà, pour 2 Carvin. On s'est rendu compte que 2 Carvin avait de fortes probabilités, pardon, d'être corrélé avec l'utilisation du smartphone. Parce qu'évidemment, du coup, on fait Ah ouais. des abductions du pouce, quoi. Donc voilà, peut-être changer de main, par exemple, pour le téléphone. C'est vachement plus intéressant de dire ça aux patients que de Mhm. leur dire de s'immobiliser complètement, évidemment. Ouais. Donc voilà, de manière globale sur la rhumato, jamais d'immobilisation, peu importe la cause. De toute façon, les tendinopathies, ça va être la même chose que pour les tendinopathies n'importe où dans le corps, on n'immobilise pas. Vous avez une tendinopathie de la coiffe, on va pas vous immobiliser. Ouais. Et après, donc de manière globale, les immobilisations au niveau de la main et du poignet, c'est très très problématique puisque ce serait, donc ça reste une hypothèse, mais ce serait une des causes de SDRC. Alors, Ok. je ne vais pas Ouais. pouvoir vous expliquer là parce que c'est trop long évidemment, mais ce serait une des causes de SDRC, l'intensité de la douleur initiale et l'immobilisation. Donc le problème, c'est que des fois, vous immobilisez des patients qui vont pas trop mal, qui n'ont pas grand-chose, et ils se Mhm. retrouvent avec une algo. Donc ils se retrouvent embêtés pendant des mois, voire des années. C'est quand même vraiment dommage. Ouais. Et donc vraiment, les seuls cas où on va immobiliser, c'est dans de la traumato, évidemment, et typiquement dans des fractures. Donc Ok. fracture de poignet, hein, par exemple non déplacée, on va vous mettre une attelle de poignet en laissant les doigts et le pouce libres. C'est hyper Mhm. important pour éviter la décorticalisation en fait de la représentation du membre. Donc Ouais. c'est ça qui engendrerait le SDRC. Et par exemple, pour un doigt, on va vous mettre une attelle qui va juste prendre par exemple la MP, et ensuite on Mhm. va mettre une syndactylie, donc c'est-à-dire Ok. qu'on va accrocher les deux doigts ensemble. Donc ça va permettre d'immobiliser seulement la MP, mais on pourra quand même bouger la distalité des doigts. Ok. Ouais. Donc en fait, au final, on se rend compte que même avec des fractures, on n'immobilise jamais. Donc Ok. évidemment, Ouais. c'est pas pour de la rhumato qu'on va immobiliser. Votre patient, il a un doigt ou un poignet cassé, il n'est pas immobilisé complètement, donc il n'y a aucune raison d'immobiliser un patient qui a juste une tendinopathie. Ouais. Ok. Ok. Bon bah au moins c'est clair. Ok. Bah donc voilà. Si demain j'ai un patient qui vient avec une attelle et que son médecin lui a dit de la porter toute la journée, on peut de façon plus ou moins confiante lui conseiller quand même de pas la porter toute la journée et de dire Oui, bon c'est un peu de la merde quoi. ouais, c'est ça. À part en cas de traumato, ou évidemment sur Voilà. la traumato, il faudra toujours échanger avec le médecin ou le chirurgien avant de prendre ce genre de décision, parce que là, il y a un vrai Mhm. risque évidemment de déplacer la fracture, de rompre le tendon, etc. Mais pour de Ouais. la rhumato, il n'y a aucun risque. C'est Ouais un c'est ça. tendon, enfin, il va pas, au pire, il va faire mal, quoi, si vous avez l'immobilisation, mais ça va pas se casser, ça va rien faire. Ouais c'est ça. Mais ouais, OK et bah, du coup, pour rebondir sur ça, ça fait un peu appel, ce que tu viens de dire quand tu parles des souris verticales et cetera, à la gestion de cette charge aussi qu'on met sur ce poignet, sur cette main, sur ce coude, et bah, moi, j'ai toujours trouvé ça parfois compliqué quand tu as des patients qui viennent, bah, ils ont mal et il faut à la fois les conseiller pour pas trop en faire, mais à la fois quand même rester actif. Comment toi voilà, quel conseil toi tu peux donner aux patients pour bah, justement au niveau de cette gestion de la charge que tu peux mettre sur le poignet ou sur les mains, sur la main, etc. Alors ça, c'est une question très intéressante qui revient souvent lors des formations que je donne. Mhm. En fait, typiquement, je pense je vais citer un sport qu'on me cite souvent, enfin, ou une situation qu'on me cite souvent, c'est tout ce qui est appui du poignet sur le sol. Ouais. Par exemple, des gens qui font du yoga ou des gens qui font de la muscu, ou même quand ils portent des barres, etc., et qui partent en hyperextension de poignet, ça leur fait mal. Alors, Mhm. moi, de ce que j'ai cru voir dans la littérature, c'est compliqué parce qu'en fait, ils en parlent pas beaucoup. Parce qu'en fait, c'est pas hyper grave, entre guillemets, donc voilà. Mais Mhm. du coup, c'est soit il y a des personnes qui sont pas faites pour rester longtemps en hyperextension, et dans Mhm. ce cas, on va leur proposer de faire des prises un petit peu différentes. Typiquement, par exemple, de faire des appuis au sol en s'appuyant sur le poing et non pas sur la main à plat, pour éviter de Ok. mettre beaucoup de contraintes sur le poignet.
si c'est des patients qui n'ont eu aucun traumatisme. Ça peut également très souvent être des kystes au niveau du ligament scapholinaire dorsal, donc sur le dos de la main, là, le kyste qu'on voit régulièrement sur le dos de la main. Et en fait, ce kyste, il peut être responsable de douleurs justement en fin d'extension. Un kyste, c'est pas grave, ça peut disparaître comme c'est arrivé, et il faut pas y toucher, en fait, faut le laisser faire sa vie. Faut surtout pas opérer, parce qu'en règle générale, quand on opère, il revient pas longtemps après. Moi, j'ai une patiente Ah qui oui. avait encore son pansement et son kyste, il est revenu. Elle voyait une boue sur Punaise. son pansement et son kyste était revenu. Donc voilà, les kystes, ça vient comme ça part, et inversement, évidemment. Ok. Donc voilà, faut pas prêter trop attention, et dans ce cas, si la douleur, elle est due à un kyste, ou juste à une sensibilité, elle est en hyperextension, il n'y a pas de vraie contre-indication, ce sera juste le ressenti du patient. Par Ok. contre, j'attire votre attention sur autre chose, c'est ce dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, et typiquement, ça va être vraiment très souvent pour le poignet, parce que pour les doigts, on peut avoir des ténosynovites en règle générale, ou alors des Mhm. entorses, mais dans ce cas, il y aurait un trauma dont le patient se rappelle, un trauma récent avec le doigt qui gonfle et il s'en rend compte tout de suite. Mhm. Pour le poignet, je vous ai parlé des ligaments intrinsèques tout à l'heure, et en fait, là, je vous laisse visionner tous vos patients qui ont des douleurs au poignet avec qui vous galérez depuis des semaines, des mois. Vous faites plein de techniques de kiné, du renfort, des assouplissements, de la proprioception, et ils vont Mhm. jamais mieux. Non seulement ils vont pas mieux, et des fois même ils s'aggravent. Et du coup, vous dites, mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourtant, j'ai essayé de bien doser ma charge, j'ai essayé de justement adapter au quotidien, leur dire d'adapter leur charge en fonction du sport. Je sais pas, je vais vous comparer par exemple au mandrin. Moi, j'ai été rééduquée par un kiné du sport qui est très bien, qui s'occupait d'une ancienne déchirure aux ischio, et il m'a dit, en fait, il faut que tu doses. Quand tu fais de la course à pied, il faut que tu doses. Donc voilà, faut pas que tu redéclenches trop de douleur, etc. Sur une déchirure musculaire, ça marche très bien ce raisonnement. Surtout Mhm. une ancienne comme moi, voilà, ça marche très bien. Sur un poignet, ça marche pas du tout de la même manière, parce qu'en fait, c'est rare que ce soit du surdosage qui fasse des douleurs au niveau du poignet. Très souvent, c'est parce qu'il y a une lésion de ligament intrinsèque qui est passée inaperçue. Donc là, il Ok. faudra demander à vos patients, est-ce que vous avez eu un trauma, même il y a des années? Ils vont vous répondre, bah ouais, il y a 10 ans, je suis tombée sur le poignet. Mais ça peut pas être ça, c'était il y a 10 ans. Bah si, justement, ça peut être exactement ça. Je vous ai Ok. parlé de l'arthrose post-traumatique qui peut arriver au bout de 6 mois, mais qui peut arriver aussi des années après. Donc justement, vous allez dire à vos patients, est-ce que vous êtes tombé? Ah bah oui, je me rappelle, il y a 10 ans, je suis tombée en faisant du vélo, j'ai même cru que je m'étais cassé le poignet. J'ai fait une Ouais. radio, il n'y avait rien. Et ben c'était peut-être justement la fameuse rupture du ligament scapholinaire qui est passée inaperçue. Votre ligament scapholinaire, je vous ai dit, il est responsable de la stabilité des os du carpe. Et en fait, si vos os du carpe ne sont pas maintenus entre eux, ils vont avoir tendance à bouger, ils vont s'écarter les uns des autres, ils vont créer un diastasis scapholinaire. Et en fait, après, ça va mettre de l'arthrose partout dans le poignet. Donc plus le temps va passer, plus les gens vont avoir d'arthrose. Et en fait, très souvent, quand vous avez de l'arthrose au poignet, c'est pas de Mhm. l'arthrose de vieillissement, c'est de l'arthrose qui est due à une rupture de ligament ou une fracture de scaphoïde d'ailleurs qui n'a pas été traitée et qui va engendrer ce qu'on appelle un slack ou un snack. C'est les Ok. noms des différents stades d'arthrose de poignet. Ok. Et quand tu dis cette lésion des ligaments intrinsèques, est-ce que il y a un mécanisme typique où toute chute peut être susceptible de causer ça, ou est-ce que tu as vraiment, parce que si on dit par exemple oui, ok, est-ce que vous avez eu un traumatisme, est-ce on peut un peu pousser la question pour plus orienter ça en se disant ok, ah oui, ça sent vraiment la lésion ou pas? Ouais, alors évidemment, la chute la plus courante, c'est la chute en hyperextension de poignet, hein. C'est typiquement Ouais. la chute qu'on va faire sur les fractures de poignet avec la fracture de pouce-au-col, pardon. Ouais. Là, en fait, c'est exactement la même chose. C'est des patients qui vont faire des chutes en hyperextension de poignet. Et l'autre traumatisme aussi qui est très courant, ça va être les mécanismes en pronosupination de manière brutale. Donc, Ok. ce qui est très souvent décrit par les patients, c'est des patients qui servent d'une perceuse, elle se coince et elle repart d'un coup. Et donc, ça Ah leur fait ouais. une pronation, une supination de manière très brutale. Ils sentent que ça craque dans le poignet, que ça fait mal. Pareil, Mhm. éventuellement, ils vont passer une radio. Évidemment, il n'y a rien. Et en fait, c'est parce que c'est une rupture de ligament. Évidemment, les ligaments, ça ne se voit pas à la radio. Et le Ah gros ouais. problème aussi de ces ligaments intrinsèques, c'est qu'en fait, c'est des patients qui voient bien qu'ils vont pas bien, et donc ils ont Mhm. passé plusieurs examens. Donc ils passent une radio. Donc le médecin il dit attendez, il y a rien à la radio, on va peut-être faire une écho. Il y a rien à l'écho. Il passe une IRM, il passe un scanner, il y a rien. Waouh. Et donc Ok. typiquement pour le ligament scapholinaire, spécifiquement pour le ligament scapholinaire, le seul moyen de voir sa lésion, c'est de passer ce qu'on appelle un arthroscanner, c'est-à-dire un scanner avec une injection de produit de contraste. C'est le Ouais. seul moyen de voir cette lésion. Donc, c'est vachement embêtant pour les patients parce qu'évidemment, si les professionnels de santé ne sont pas au courant de l'examen de choix pour déceler justement une rupture de scapholinaire, vos patients ils restent avec leur scapholinaire rompu et ils ont plein d'arthrose et ils se retrouvent avec des arthrodèses.
20 ans plus tard, des arthrodèses partielles ou totales Ouais. du poignet parce que les prothèses de poignet n'existent pas. Donc moi, j'ai eu du bol en ayant Ok. de l'arthrose de coude parce que moi, les prothèses de coude, ça existe. C'est Ouais. déjà pas mal. C'est mieux que le Ah, poignet à choisir. ouais. Ah ouais, mais c'est OK, donc face à des douleurs vraiment qui n'évoluent pas, penser Ouais. à cette lésion, des ligaments intrinsèques, c'est vraiment un truc à retenir, quoi. Ouais. OK, En bah, gros, tu moi, vois, les patients que ouais, c'est vraiment, je pensais pas qu'il y en avait autant, mais une fois que j'ai été formée, donc moi, c'est beaucoup, je me suis formée avec des kinés. Enfin, il y a des kinés qui m'ont formée en rééducation de la main, évidemment. Mais je me suis mmh. beaucoup formée avec les chirurgiens de la main que je suis allée voir au bloc, je ne sais combien de fois et qui m'ont beaucoup transmis leurs connaissances. C'est vraiment passionnant. D'ailleurs, je vous conseille d'aller au bloc si Ouais, vous avez un SOS main ou des chirurgiens spécialisés de la main dans le coin. Et en fait, c'est eux qui m'ont appris donc les examens cliniques du poignet, donc tout simplement pour le scapulaire, c'est une thèse de Watson. Pareil, ouais, j'ai mis sur ma page Insta et sur YouTube aussi, vous le trouverez facilement. Et ouais. après, il y a différents tests pour le TFCC, donc le ligament triangulaire, qui est la partie distale de l'ulna, qui est située à la partie Ouais. distale de l'ulna. Et qui, en fait, ce TFCC, c'est le ligament qui va participer à la stabilité radio-ulnaire inférieure. Mmh. Donc, il y a des tests assez simples à mettre en place hein, pour évaluer ce type de lésion ligamentaire. Et donc, voilà, Mmh. vraiment, c'est drapeau rouge, hein, vraiment alarme si vous avez un patient qui est tombé et qui a Ouais. mal au-delà de 6 semaines. Vous pouvez faire une petite lésion des ligaments extrinsèques ou une petite contusion du poignet qui vous fera mal pendant 6 semaines. Ça, c'est pas grave, ça arrive assez régulièrement. Mais si vous avez OK. toujours mal, pareil, au-delà de 6 semaines, c'est sûrement qu'il y a un autre truc qui va pas. Et vraiment, OK. gardez bien ça en tête parce que c'est catastrophique. Et en fait, moi, je me rends compte que, on va dire que sur les patients qui viennent me voir, sur 3 patients, j'en ai un qui a en effet une rupture de scapulaire, l'autre qui a un TFCC, et en règle générale, le troisième patient, enfin, en termes de proportion de ce que je vois, hein, la plupart du temps, ce sera des kystes scapulaires dorsaux qui font mal OK. justement à l'extension de poignet, quoi. Et dans ce cas, les tests évidemment des ligaments seront négatifs et ce kyste sera visible à l'échographie. OK. Et et alors pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, il y a quand tu disais bah, voilà, il y a parfois des personnes, des patients qui sont pas faits pour peut-être faire des positions prolongées comme ça, en pompe ou quoi avec, vraiment cette flexion. Heu, beh, est-ce que donc ça existe pour toi? Il y a vraiment des configurations entre guillemets «presque osseuses» où il y a des gens qui seront jamais faits pour ces positions vraiment en appui? Ou, il y a Alors, toujours moyen de la travailler, parce que c'est vraiment un truc qui revient super souvent, je trouve, ouais, et du coup, c'est intéressant. honnêtement, je sais pas trop répondre à cette question. Ouais. J'ai jamais rien vu de spécifique là-dessus dans la littérature. Alors, je suis pas sûre d'avoir cherché, honnêtement. Mais en tout cas, sur tous les articles que j'ai lus sur le poignet, j'ai pas vu forcément ça. OK. Je pense en fait tout simplement que de manière globale, on n'est pas fait pour rester longtemps en hyperextension de poignet. En Ouais. fait, on a évolué quoi. Avant, on était à 4 pattes et, Ouais, et maintenant on est debout. Et en fait, on n'est pas fait pour rester longtemps en hyperextension de poignet. Notre ouais. corps, il est plus fait pour quoi. C'est pas une Mmh. position qui est adaptée à de la durée. Donc moi, typiquement, alors moi j'ai fait beaucoup de gym et depuis mes problèmes de coude, évidemment, je suis arrêtée. Mais moi, typiquement, je fais jamais d'appui long sur le poignet et pourtant j'ai des problèmes au poignet aussi. Mmh. Mais j'ai une lésion partielle du ligament scaphoïnaire au poignet. Justement, j'ai OK. fait un arthroscale pour regarder. Bah, Euh, et du coup, moi, en effet, j'ai mal en extension de poignet quand je me mets ouais. en appui et quand je fais de la fin d'extension de poignet. Et en fait, je me rends compte que du coup, si je fais pas de gym et que en tant que kiné, bah, je fais pas de prise spécifique où je vais me mettre en fin d'extension de poignet, en fait, je m'y mets jamais. En Ouais, fait, c'est pas c'est quelque vrai. chose qu'on fait de manière normale entre guillemets dans les AVQ, ou alors pour Mmh. se relever, mais en fait, ça dure rien du tout, quoi. Ça dure quelques secondes, Ouais, ou alors pour pousser quelque chose, pour pousser un meuble ou je ne sais quoi. Donc, ouais. en fait, oui, en effet, très souvent, le problème, ce sera dans le sport. Et il y a pas vraiment de... Pour moi, il n'y a pas vraiment de solution. J'avais déjà essayé chez des patients de faire du renfort, des choses comme ça, mais en fait, c'est pas un problème de renforcement, puisque c'est que vous allez venir vous caler Ouais. passivement en fin d'amplitude. Donc, même si vous Mmh. renforcez vos muscles ou vous assouplissez, ça va pas régler le problème qu'en fait, vous allez chercher trop loin dans vos fins d'amplitude pendant trop longtemps. Ouais, c'est Euh, ça. je sais pas avec quoi je pourrais comparer. J'essaie Mmh. de réfléchir sur une autre partie du corps, je sais pas, l'épaule, bah, si Ouais, vous restez tout le temps en hyperextension d'épaule comme ça, bah, en fait, vous êtes pas fait pour, quoi. Rester comme ça ouais, pendant super longtemps. Donc, si vous restez ouais, comme ça c'est ça. 2 secondes pour aller chercher un objet, ça va. Mais si vous restez comme ça pendant longtemps, bah, ça va vous faire mal, quoi. Vous êtes pas Ouais. fait pour, quoi. Ouais, Je non, sais c'est pas ça. si Non, mais c'est, je vois bien et je suis d'accord avec ça. C'était voilà, pour avoir, au cas où tu avais
Un tips. voilà, un tips ou quoi, mais bon, Bah non, j'en ai pas, je suis désolée. mais ça prend sens en tout cas de ce que tu dis, Bah ouais, donc c'est ça, ouais. c'est parfait. Alors après, voilà, Mais je suis ouais, pas, je peux pas vous confirmer ça avec des références littéraires. Ce que j'ai pu faire jusqu'ici, hein, tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, ouais. évidemment, c'est basé sur la littérature et mes Mmh. nombreuses études, mes nombreuses lectures d'articles et évidemment mon expérience personnelle aussi. Ouais, Là, par contre, j'ai pas d'article pour vous argumenter ça, mais je vous dis, j'en ai pas trouvé et c'est parce que ça paraît assez logique, quoi. Donc c'est vrai que c'est ouais, embêtant pour les vraiment typiquement. Moi, j'ai beaucoup de patients qui font du CrossFit, quoi, qui me disent bah ouais, mais ouais, moi quand je fais ça, quand je passe la ouais, barre comme ça de flexion à hyper extension, bah ça me fait mal. Bah ouais, mais je pense qu'en mmh, fait c'est que c'est trop de contraintes pour le poignet, c'est pas fait pour, quoi. ouais, Donc du bah, coup, à je sais titre pas trop quoi leur personnel, dire d'autre en fait. ouais, moi je m'entraînais un moment pas mal, à faire vraiment tu sais, des pushs au-dessus de la tête et je Ouais, cassais beaucoup mes poignets voilà, c'est ça. et il y a un moment où, je pense que c'était la fois de trop, je un moment pendant, je pense, 2 mois, j'ai plus su me mettre, même en position pompe. Ouais. C'était une douleur, mais et là je me suis dit: «En fait, avoir mal, au poignet, c'est hyper embêtant». Oui. Heu, Vraiment, j'ai hésité même à aller faire des examens complémentaires. J'ai attendu, j'ai essayé d'un peu faire la rééducation moi-même, sans savoir vraiment exactement ce que j'avais. Juste que j'avais une intolérance à cette extension, mais c'était hardcore. Même pour tu sais, faire des pressions ou quoi sur les patients, j'y arrivais même plus. Enfin bref, Ouais. le petit épisode, Bah oui. storytelling, mais Tiens, vraiment regarde quand même si t'as c'était pas fait un vraiment dur. scapulaire. C'est Ouais, possible. bah, tu vois? Parce que maintenant ça va, mais Bah ouais, je mais du coup, ouais, fais-toi faire comme un test de Watson, on sait ouais, jamais. Parce bah, que justement, moi j'ai ouais. des patients qui ont fait des scapulaires en faisant ça justement au CrossFit. Parce Ah que ouais? le Ah mouvement en bah, hyperextension de poignet était ouais, tellement violent avec la charge que ça rejoignait en fait une chute sur le ouais, sol en hyperextension de poignet. Parce qu'en fait, si c'est très lourd, ouais. bah, en fait, ça fait une charge, une contrainte très importante. Ah! Et typiquement, Ouais. si on a une douleur sur la face dorsale du poignet à ce niveau-là. Ah oui, c'était là. Bah, c'était Bah ouais. vraiment Donc, c'était là et le pire, c'est que maintenant que tu le dis, c'est arrivé quand, tu sais, je voulais montrer une pompe à un patient et je me suis mis un peu brutalement ah ouais, et là j'ai senti, j'ai fait: «Ah ouais, tiens, je ça fait quand ça même fait un mal. peu mal» Ouais, et après c'était fini. Pendant un mois ou 2, j'ai plus su faire et puis, ouais. donc ouais, écoute, Donc ça, j'enverrai mon typiquement, scan, il faut faire, j'enverrai mon scanner, mon faut faire arthroscan. attention, ouais. Donc, Ouais, pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas la vue, ouais. en fait, c'est une douleur sur la face dorsale du poignet qui sera, on va dire, à peu près proximale, pour vous situer, qui sera proximale, en fait, à M2, M3. Donc, Mmh. plutôt sur le bord radial de la face dorsale du poignet. C'est là OK. qu'il est Mmh. votre ligament scaphoïnaire, évidemment, entre votre scaphoïde et votre lunatome. Ouais. Et vraiment, très souvent, les patients ont mal à ces endroits-là. Et voilà, soyez prudents, parce que là, si tu as eu mal pendant 2 mois, Ouais. Ouais, ça peut quand même être j'avais inquiétant. Ouais, j'avais même, j'avais cours avec un chirurgien de la main justement à ce moment-là, en formation thérapie manuelle et je lui avais posé la question et lui m'avait dit: Ouais, «Écoute, viens, on va faire un arthroscan» et moi je me suis dit: bah ok, bah très «Ouah». bien, il a raison, c'est bien. Ouais, Ah c'est oui, ça enfin, le chirurgien de la main. et je me Bah ouais, voilà, c'est du coup, ça il et a je me pensé à ça aussi. Ouais. ouais, Bah, bon, si t'as bon, proposé Arthroscan, c'est qu'il a pensé à scaphoïder, hein, c'est sûr. merde. Bon, bah, écoute, je fais partie du groupe, hein. Ouais, c'est ça. C'est C'est bien, c'est de la prévention. C'est comme dans mes ouais, formations, je pense à peu près une formation sur deux, je découvre un scaphoïnaire ah ouais? rompu qui m'est confirmé après. Les apprenants de mes formations m'écrivent, enfin la personne en question m'écrit après pour me dire bah, t'avais raison, j'ai bel et bien une rupture et je dois aller me faire opérer. Donc c'est découvert de manière fortuite pendant les formations. Mais Waouh, ouais, tu ça vois, m'arrive assez souvent. bah, là à Parce distance, que tu vois, on est amené à le découvrir même à distance. c'est ça, exactement. Heu Bon, bah, écoute, du coup, beh, on va passer à la suite comme ça, on va avancer un petit peu. Beh, je te propose qu'on parle un petit peu, d'erreurs thérapeutiques, bah, parce que je pense qu'on en fait toutes, et Mm. tous, t si pas tous les jours, au moins, tout au long de notre carrière. Du coup, beh, voilà, ce serait quoi toi ta plus grosse erreur, durant ta carrière ou en tout cas, voilà, cette fois où tu t'es dit, «Ouais, là j'ai déconné quoi, là c'est de ma faute»? Alors, il y a plusieurs situations où j'ai déconné. Il y en a deux graves. Je vais vous citer les deux graves parce qu'il y en a deux qui ont eu des conséquences. En fait, il y en a deux où j'ai été délétère. Il y en OK. a une, c'est pas vraiment de ma faute, mais un petit peu. En fait, on fait tous des erreurs. Et moi, j'aime beaucoup parler de mes erreurs, justement en formation. C'est ce que je fais aussi beaucoup. Parce que je peux faire croire à tout le monde que je suis incroyable et que je suis une excellente kiné qui fait tout comme il faut. Sauf qu'en fait, Mmh. c'est pas très formateur. Je pense que justement, c'est très formateur de parler de nos erreurs. Et c'est une très bonne question. Tu fais bien aborder ce sujet. La première erreur que j'ai faite, c'est quand j'étais pas encore spécialisée de la main et que j'ai cru que j'étais capable de rééduquer un patient qui avait pourtant une pathologie très complexe. C'est un patient qui s'était fait une section complète du doigt,
au niveau de P2, de l'index de P2 droitier. Donc en fait, il se les coupait en entier, il se les fait réimplanter. Donc évidemment, le gros problème de ce type de pathologie, c'est que vous avez une fracture, des Ouais. sections de tendons, des sections de nerfs, des sections d'artères, enfin tout est bousillé, quoi. Et ce patient, il fallait surtout, ce qu'on a priorisé, c'était la rééducation des tendons fléchisseurs et extenseurs. Moi, j'étais pas formée à l'époque et je me suis dit, je vais prioriser les fléchisseurs parce que c'est ce qui est le plus fonctionnel. Donc, j'ai fait une rééducation des fléchisseurs avec les notions que j'avais à l'école de kiné, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais bon, j'avais fait le protocole de Durand, etc. Donc, jusqu'ici, j'avais pas trop fait Ouais. de conneries. Le problème, c'est qu'en fait, je suis allée chercher la flexion et du coup, c'était au détriment des tendons extenseurs. Donc, j'ai fait une distension irréversible de ces extenseurs. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, les extenseurs, malheureusement, quand vous tirez dessus, c'est-à-dire qu'en fait, Ouais. vous avez une section de tendon extenseur, vous venez vous mettre en flexion du doigt, et en fait, vous allez faire une distension de ces extenseurs, et cette distension, elle est irréversible. C'est un peu comme si vous preniez un chewing-gum, vous tirez dessus, et en fait, il reprend pas sa forme initiale, c'est pas un élastique. Donc, c'est comme un Ah ouais. chewing-gum, vous tirez dessus, il se distend, et après, c'est foutu. Donc, ce patient qui avait énormément confiance en moi, et pour qui vraiment j'ai toujours été très investie et très consciencieuse avec mes patients, et je croyais vraiment que les connaissances que j'avais étaient suffisantes, et c'était pas le cas. Et Mhm. je m'en veux toujours, hein, je pense que c'était il y a 8 ans à peu près, parce que ça fait 7 ans que je suis kiné de la main, donc je l'ai même Ouais. rappelé une fois que j'étais formée pour essayer de lui proposer des solutions, des attelles, etc. Mais ça n'a Ouais. pas marché, il m'en a jamais voulu, parce qu'il savait Mhm. que j'avais vraiment fait ce que j'avais pu, quoi. Il m'en Mhm. voulait pas du tout, mais moi je m'en voulais énormément. Et donc c'est un patient qui se présente avec un flessum actif du doigt, c'est-à-dire qu'il a le doigt Ok. qui tombe comme ça tout le temps en actif, un peu comme un mallet finger en fait, et qui Ouais. arrive à tendre en passif, mais qui arrive pas du tout à tendre en actif. Et donc il a un doigt qui tombe comme ça, et c'est de ma faute. Ok. Et il aura un doigt qui tombe comme ça toute sa vie à cause de moi. On s'est pas Donc récupéré voilà. ça alors. Non, j'ai essayé un traitement par attelle. En fait, quand vous avez une distension qui est ancienne comme ça, sur un contexte de trauma comme ça, qui est très compliqué, même le traitement par attelle, on avait essayé 8 semaines d'attelle, hein, ça n'avait pas fonctionné. Donc voilà, vraiment faites très très attention à ne pas être délétère. Je m'en voudrais toute ma vie, je pense. Enfin, vraiment, Mhm. je suis dégoûtée d'avoir fait. Alors peut-être que s'il n'avait pas eu de kiné, il serait allé encore plus mal. Mais en tout cas, c'est quand même à cause de moi. C'est moi qui lui ai fait sa distension, donc c'est clairement de ma faute. Ouais. Donc Ok. voilà, formez-vous. Et Wow. si vous n'avez pas le temps de vous former, ce qui est tout à fait compréhensible, on ne peut pas être spécialisé en tout, n'hésitez pas à renvoyer vos patients vers des spécialistes de la main. C'est ce que j'aurais dû faire. En fait, c'est ça ma plus grosse erreur. Ouais. C'est que j'ai cru que j'étais capable de le prendre en charge alors que non. Donc n'hésitez Mhm. pas à renvoyer vers des spécialistes de la main. Donc il y a le site du GEMSOR. Le GEMSOR, c'est un annuaire des kinés spécialisés en éducation de la main en France, et je crois qu'il y a quelques kinés Ouais. des pays voisins aussi, de Belgique, Luxembourg, Suisse, Ah. qui sont sur cet annuaire. Ouais. Et moi, je suis également en train de faire un annuaire en fait des kinés que j'ai formés. Trop bien. Alors voilà, ça reste une formation de 3 jours. Hein. C'est pas une spécialisation, mais au moins les gens qui viennent à Ouais. ma formation sont formés sur tout ce qu'il faut faire pour pas être délétère, ce qui est déjà pas mal, ce que les chirurgiens Ah, aiment ouais. bien. Et donc voilà, je suis Mhm. en train de le construire là, cette annuaire. Je vais le mettre bientôt en ligne sur Insta. Ça me prend pas mal de temps parce que j'ai formé pas mal de monde déjà. Donc, Ouais. euh, donc voilà. Ok, trop bien. Bah écoute, ça c'est vraiment une bonne idée cet annuaire parce que personnellement moi, bah, du coup je travaille en Belgique, sur Oui, Bruxelles et bah, à ma connaissance, bon je dis ça, si ça se trouve il y en a, mais je pense je crois pas. qu'il y en a, ouais. Euh, ah ouais, il y en a, bah Si. tu vois. Enfin, il y a des centres, etc. Mais il n'y a pas un annuaire ou quoi. Enfin, ou en tout cas moi j'en ai pas vu, donc Je je vais aller crois qu'il voir y a ça. des gens du GEMSOR. Ah ok, Ouais. Donc ok, en fait, c'est intéressant. l'annuaire de. En fait, c'est plutôt l'annuaire des kinés francophones, on va dire. Ok, Je crois qu'il y a ouais. même des gens du Canada, etc. Donc, Ah oui, il me c'est semble qu'il y a multi. il me semble qu'il y a des Belges, ouais, Ok, sur le GEMSOR. Donc, faut pas hésiter. les Belges, les Belges. Parce que j'ai donné des Ok. formations en Belgique, donc j'avais pas mal échangé avec les kinés belges, et du coup, Ah ouais, cool. on avait regardé ensemble, donc il me semble que c'était quelques temps Ok, après mes trop souvenirs. chouette. Et bah ici, c'est vrai qu'on parlait de l'importance bah, de savoir rediriger ou en tout cas de savoir dire à partir de quel moment, ouais, là c'est pas normal et là c'est normal. Et à ce propos, moi j'ai une petite anecdote sur laquelle j'aimerais bien avoir ton avis. Moi j'avais un patient qui s'était fait une fracture distale, ouais, distale du radius. Mhm. Et ben voilà, moi, à un moment, il était vraiment bloqué. La prosupination, c'était vraiment compliqué pour lui. On lui avait mis une plaque, ça remonte à il y a quelques années, donc c'est de tête là, mais on lui avait mis une plaque. Et donc, le truc, c'est qu'en fait, il n'avait pas sa supination complète. Et à l'époque, je m'étais dit, mais ok, à partir de quel moment
Est-ce que quand tu as un patient comme ça qui galère à récupérer sa prosupination, qui est quand même, lui en plus il était serveur, donc Oui. il avait quand même besoin d'avoir sa supination. À partir de quel moment tu te dis ok c'est normal ou moi mon doute c'était est-ce que la plaque gêne pas, est-ce que machin, est-ce que et ouais comment toi tu raisonnerais ou comment tu conseilles de raisonner dans ce cas-là? Alors en fait, l'idéal déjà pour avoir la réponse à ces questions, c'est de faire ce que j'ai eu la chance de faire pendant longtemps et qu'il faut que je continue à faire, mais j'ai pas le temps parce que je suis trop occupée en ce moment. Aller au Mhm. bloc. Ouais. Vraiment aller au bloc, aller voir les interventions, parce qu'en fait, vous comprenez tout. Moi, Ok. ça a été ma révélation. Alors, j'ai toujours aimé la rééducation du membre sup, mais les premières fois où je suis allée au bloc, c'était vraiment la révélation de à quel point c'était intéressant et à quel Mhm. point on avait un duo kiné-chirurgien, enfin un trio d'ailleurs avec le patient évidemment, parce que lui aussi il faut qu'il Ouais. travaille. Et vraiment, au bloc, vous comprenez à quel point le matériel peut gêner ou pas. Ok. Et vraiment, c'est passionnant. Et moi, quasiment toutes les pathologies que je vois pour mes patients, je les ai vues déjà au bloc avant. Et c'est vraiment Ok. incroyable. Ça fait une différence Ok. incroyable. Donc, évidemment, la plaque, dans ce cas-là, elle peut absolument pas gêner la pronosupination. Ok. Typiquement, pour répondre à ta question, c'est pas possible. D'accord. Parce que c'est que sur le radius, et du coup, ça n'a pas d'incidence sur la radio ulnaire, en fait. Ni sur la Ouais. membrane interosseuse, ni sur rien. Donc, Ok. typiquement, les déficits de supination après des fractures d'extrémité distale du radius, c'est très courant. Et il faut Ouais. juste continuer à les travailler. Moi, j'aime bien travailler la pronosup avec du contracteur lâché en manuel, du Ouais. coup. Ouais. Ça marche pas mal. Ok. Et de manière un petit peu plus globale, euh, si vous savez pas si le matériel est susceptible de gêner ou pas, ce qu'il faut pas du tout hésiter à faire, c'est ce qu'on hésite tous parce que moi, vraiment, avant de connaître les chirurgiens, j'osais évidemment pas les déranger. Mhm. Euh, En fait, vous les dérangez pas du tout. Au contraire, ils sont ravis d'échanger avec vous. Vous les appelez, vous leur demandez. Bah, typiquement, là, dans ton cas, tu aurais pu appeler le chirurgien Ouais. et dire, écoutez, docteur, je comprends pas là, mon patient, il a vraiment un gros déficit de supination. Est-ce que ça Mhm. s'explique par rapport à sa fracture initiale? Est-ce que ça s'explique par rapport au traitement chirurgical? Oui ou non? Ouais. Et bah, il y a des cons partout, hein. Je vais pas faire je vais pas Ouais. faire dans la légèreté. Évidemment, il y a des cons partout, que ce soit des chirurgiens, des kinés, tout ce que vous voulez, n'importe quel métier d'ailleurs. Ouais. Mais la plupart d'entre eux seront ravis. Alors, il y en a quelques-uns qui vont vous renvoyer balader, mais c'est vraiment qu'ils sont débiles parce qu'en Mhm. fait, on a un duo Ouais. kiné-chirurgien et si vous renvoient balader, c'est vraiment qu'ils ont rien compris à la récupération du patient. Au contraire, Ouais. il faut qu'ils vous répondent et la plupart d'entre eux seront ravis d'échanger avec vous. Et non seulement ils seront ravis, et en plus ils seront contents de vous expliquer des choses parce qu'ils préfèrent prendre 5 minutes à vous expliquer des choses plutôt que de prendre le risque que vous soyez délétère et que le patient il doive Mhm. retourner au bloc et qu'il se retape une chirurgie d'1 heure pour un patient qu'il est obligé de reprendre parce que Ouais. du coup, il vous a pas Mhm. accordé 5 minutes en question. Donc voilà, en fait, Ok. le conseil de manière globale que je peux donner, c'est n'hésitez pas à échanger avec les chirurgiens ou avec le médecin. La plupart du Mhm. temps, ce sera les chirurgiens, typiquement pour ce type de cas. Ils se feront un plaisir de vous répondre et si vous répondent pas, parce que c'est souvent le cas, ils répondent pas, faut les Ouais. relancer. Faut les Mhm. relancer en fait, c'est parce qu'ils ont énormément de mails, énormément d'appels, ils ont plein de choses tout le temps. Donc vous les relancez, vous leur dites excusez-moi, j'ai toujours pas eu de réponse de votre part et très souvent ils vont vous dire ah là, je suis désolé, votre mail il s'est perdu parmi les autres mails et ils vont vous répondre Mhm. et voilà, la Mhm. plupart d'entre eux sont hyper cool, surtout dans la main, parce qu'ils ont énormément besoin de vous. Ils sont très dépendants de vous. On est dépendant d'eux et ils sont hyper dépendants de nous. Quand ils sortent du DU de chirurgie de la main, ce qu'ils apprennent, c'est qu'en fait, la récupération du patient, c'est un tiers grâce au chirurgien, un tiers grâce au kiné et un tiers grâce au patient. Donc, vous avez un rôle Ah ouais. important à jouer, aussi important qu'eux, en fait, dans la récupération du patient. Donc, évidemment qu'ils sont dépendants de vous et évidemment Mhm. qu'ils seront contents d'échanger avec Ouais, bah c'est ouais quand tu dis qu'on n'a pas toujours de réponse, bah, en l'occurrence j'avais envoyé un mail vous. et je Ouais, l'attends et t'as toujours, pas répondu. mais Ouais. ouais, mais On a envoyé ma qu'un. faute, ouais, c'est ça, Ben ma voilà, faute, c'est d'en fallait avoir envoyé relancer. qu'un. Tu sais, Ouais, j'étais plus timide que maintenant. Maintenant, je ouais, pense que j'ose plus aussi, sans avoir peur de déranger. Mais ouais, au début, je me disais: «Bon, déjà, cliquer sur envoyer à un chirurgien, bon, qu'est-ce qu'il va penser de mon mail?» S'il m'a pas ouais. répondu, je me suis dit: «Bon, bah, c'est que voilà». Donc ça, c'était clairement, une faute aussi, entre guillemets de ma part, Ouais, mais c'est tu peux peut-être pas pas être savoir. assez Enfin, moi, insistant. honnêtement, je faisais la même chose, hein. Moi, j'avais peur de les déranger, Ouais, j'avais peur qu'ils me trouvent débile, ouais, poser c'est une ça. question qui peut paraître aussi simple. Parce que pour eux, Ouais, c'est une évidence, hein, pour eux, hein, que la plaque bah ne va oui. pas gêner la pronosup. Mais toi, t'en sais rien, tu sais pas comment c'est fait à l'intérieur. Donc, Ouais, non, vraiment, c'est faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à leur OK. redire, bah, écoutez, moi, je suis kiné, je sais pas ce que ça donne au bloc. Donc, s'il vous Ouais, plaît, informez-moi. ouais et du coup pour, rester encore, un petit peu dans cette thématique de référer, pas référer, parce que je pense que c'est vraiment le point d'orgue, de la kiné actuelle aussi, parce qu'on parle beaucoup de la première intention et cetera. Mhm. Beh, toi, ce serait quoi les indicateurs qui te feraient, beh,
qui te ferait référer un patient au chirurgien ou au médecin en disant ok un petit peu presque les red flags au final, Mhm. peut-être plus spécifiques à la main, où là tu sais que c'est plus de ton ressort ou qu'en tout cas c'est pas normal. Mm. C'est une très bonne question aussi parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des red flags pour les par exemple. Moi, je me suis formée en McKenzie, par exemple, et c'est vrai qu'on aborde énormément les red flags, ce qui est très très bien. Mhm. Et on en parle peu pour la main. Alors évidemment, du coup, les red flags pour la main, ça va être typiquement le poignet, on en a déjà parlé, les lésions intrinsèques. Ouais. Alors vraiment, il faudra faire attention à ça. Après, vous avez tout ce qui est lésions ligamentaires au niveau des doigts. Alors la plupart du temps, quand les patients se font des luxations, ils vont consulter, donc ça, c'est pas un problème. S'ils se font une entorse sans luxation, en règle générale, c'est pas très grave. Mais quand ils font ce qu'ils pensent être une luxation, en fait, ça peut être une fracture Ok. articulaire ou une fracture diaphysaire. Donc évidemment, vos patients, s'ils ont fait une luxation et qu'ils n'ont pas consulté, il faut les renvoyer voir un spécialiste. Il faut qu'ils refassent une radio, tout simplement, parce que ça peut être une fracture. Donc ça, c'est le premier, le Ok. premier red flag, excusez-moi, ça va être les lésions Ouais. ligamentaires intrinsèques du poignet. Ouais. Deuxième red flag, donc une luxation qui est peut-être en fait une fracture. Et dans ce cas, le Mhm. traitement est chirurgical et ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus complexe, évidemment. Et un autre red flag qui est très important au niveau de la main, c'est les entorses du pouce avec le pouce qui part en mouvement d'abduction brutale. Ouais. Et en Ok. fait, on va avoir une rupture du ligament collatéral ulnaire du pouce. Donc typiquement, c'est l'entorse qu'on fait avec les dragons de ski, avec le pouce Ah qui ouais. se prend et qui part sur le côté. Donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup décrit par les skieurs. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la rupture complète du LCU, ligament collatéral ulnaire du pouce, de la MP du pouce. Et en fait, très souvent, ça va faire ce qu'on appelle un effet sténaire. Un effet sténaire, c'est quand vous avez une rupture du ligament. Et en fait, normalement, Mhm. quand vous avez une rupture du ligament, ça se recolle et ça cicatrise la plupart du temps. Et là, le Ouais. gros problème au niveau du pouce, c'est que vous allez avoir un muscle. Donc, c'est l'aponévrose de l'adducteur du pouce, peu importe. Vous allez avoir un muscle qui va se mettre entre ces deux moignons de ligament. Et évidemment, si vous Ouais. avez un truc entre les deux moignons de ligament, ça pourra jamais cicatriser. Et Ah, ça, ok. souvent, les patients, ils consultent pas parce qu'ils se disent, je me suis fait une entorse du pouce, puis ça va cicatriser, ça ira bien. Oui, mais non, en fait, Ouais. ça cicatrisera jamais. Et ça doit être pris en charge dans les 3 premières semaines pour pouvoir proposer une suture directe au patient. Et si malheureusement, c'est pas pris en charge dans les 3 premières semaines, on sera obligé de faire une ligamentoplastie en venant utiliser le long palmaire. Donc, on va faire une greffe du long palmaire qu'on va venir faire pour refaire un ligament, en fait. Ouais. Et évidemment, si c'est jamais traité, si personne n'est tombé sur ça, euh, en fait, il faudra venir regarder au niveau de l'articulation. Et très souvent, il y aura de l'arthrose en fait qui va se faire, puisque toute articulation qui est instable est susceptible de faire de l'arthrose. C'est la même chose qu'au niveau du genou. Là, c'est vrai qu'on Ouais. se pose pas mal la question pour les croisés, opérer ou ne pas opérer. Mhm. Là, je crois qu'il n'y a pas encore beaucoup de recul parce que je crois que jusqu'ici, on opérait pas mal et du coup, il y a peu de recul sur les croisés non opérés, il me semble, si je dis Mhm. pas de bêtises. Ouais, non. Ouais, Et du coup, exactement. je crois que ce qu'on a peur, c'est qu'évidemment qu'il y ait de l'arthrose post-traumatique, puisque vu que c'est pas stable, ça frotte, quoi. C'est exactement pareil pour n'importe quelle partie du corps. Tout ce qui est Ok. instable va frotter plus que ce que ça devrait, et donc ça risque d'abîmer le cartilage. Ok. Ouais, c'est marrant quand tu dis que du coup on prend le long palmaire, mais moi en l'occurrence par exemple j'ai pas de long palmaire. Oui, Du coup je sais pas où est-ce que j'irais prendre si je devais c'est me parce faire que ça. figure-toi que c'est parce que tu es un être évolué. Le long C'est palmaire, pas vrai. ouais, c'est Incroyable. de nos trucs d'évolution. Donc, c'est 25% de la population qui n'a pas de long palmaire. Donc, Ah bonne ouais. nouvelle, c'est que vous êtes évolué. Mauvaise nouvelle, c'est que si vous avez besoin de greffe, il n'y en a pas. Ah mais tous les muscles accessoires je les ai pas. Ah Il y en a merde, un autre, je sais c'est plus dommage. lequel. Ouais donc c'est. Ah mais écoute je pourrais maintenant dire pour briller en société c'est toujours bien. Je dis non mais parce que je Ouais, suis un être évolué, c'était ça qui me l'a dit. c'est ça, Euh, bravo. Moi, j'ai 2 longs palmaires, Écoute. donc je suis pas très évoluée. Hem et OK, mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu viens de nous raconter là sur ces indicateurs et c'est un peu ces red flags. C'est pas des choses qu'on voit, comme tu dis, on voit beaucoup plus souvent sur les lombalgies et cetera et beaucoup moins sur ces zones-là donc merci de partager ça avec nous. Avec plaisir. Et beh, pour finir, la question, on va dire systématique, en tout cas pour cette saison 1 de Entendons, ce serait, beh, si tu devais citer on a parlé d'1 erreur juste avant, mais là, ce serait Mhm. plutôt citer 3 erreurs que tu as commises plutôt peut-être en début de carrière ou que tu vois peut-être commises, bah, chez les jeunes, kinés, fraîchement diplômés vu que tu es aussi formatrice, donc je pense que tu vois beaucoup de nouveaux diplômés aussi ou de pas nouveaux, c'est pas réservé qu'aux nouveaux diplômés, mais donc voilà, que ce soit sur l'aspect psychologique ou dans la pratique, voilà, qu'est-ce que ce serait pour toi? Du coup, la première erreur, ça découle de ce que je vous ai dit, hein, évidemment, c'est qu'il faut bien se former. Ouais.
Et, euh, et du coup, mieux toujours en faire moins que trop. C'est ce que j'avais appris à l'école de kiné, et pour le coup, je suis vraiment totalement d'accord avec ça. Il vaut mieux faire moins que trop, parce que vous risquez vraiment d'être délétère, quoi. Et ça, c'est très embêtant. Donc voilà, si vous savez pas, soit vous faites pas, soit évidemment, faut être capable de renvoyer vers d'autres professionnels de santé. Mhm. Euh, Ensuite, une autre erreur que j'ai pu faire de manière un peu plus globale, c'est la communication avec les patients. Et étant moi-même patiente, on s'en rend compte quand on est patient, mais du coup, on s'en rend pas forcément compte quand on est soignant. C'est de laisser le patient s'exprimer. En fait, très souvent, quand vous laissez le patient parler, on a envie de faire des questionnaires très dirigés et en fait, on a envie de suivre un petit peu notre raisonnement. Alors qu'en fait, ben, il y a eu des études où on se rend compte qu'on coupe la parole au patient Ouais, hyper hyper souvent. rapidement, alors qu'en fait, il suffirait de le laisser parler 3 minutes, je crois, pour avoir toutes les informations dont on a besoin. 3 minutes, Ouais. c'est rien dans une séance. Donc en fait, laissez vos patients parler, même si des fois ils vont vous raconter des trucs de leur vie. Et ben en fait, justement, quand ils vous racontent des trucs de leur vie, ben vous allez avoir des informations très intéressantes. Typiquement, tu vois, tout à l'heure, moi, tu m'as expliqué que tu avais eu mal au poignet, tu m'as remis le contexte en faisant la barre, etc., en extension. Et ben, en fait, c'était important que j'ai ces aimants-là pour me dire, bah, évidemment, ça peut ressembler au mouvement lésionnel d'une rupture de scaphoïnaire. Et du coup, il faut Mhm. que je te laisse parler, parce que si je te coupe la parole toutes les 3 secondes, tu vas me Ouais. dire, bah, c'était en faisant de la muscu. Bah oui, mais vous êtes pas tombé. Bah oui, mais j'ai fait de la muscu. Bah oui, mais en fait, c'est Ouais. comme si tu étais tombé puisque tu as fait une hyperextension. Donc, en Ouais. fait, si on coupe la parole au patient, il va nous manquer des informations capitales. Et vraiment, écoutez vos patients, et plus le temps passe, et plus je me rends compte qu'ils sont hyper forts sur ce qui leur arrive en fait. Et étant moi-même, ayant été moi-même patiente sur plein de trucs, je me rends compte qu'on comprend vachement bien notre corps, et très souvent, on sait très bien quels sont nos problèmes. On voit bien quand il y a un truc qui va pas en fait. Notre corps, il nous le dit, et, euh, et vraiment, faut écouter les patients parce qu'ils vont vous dire là, j'ai un truc, c'est pas normal. Je sens que c'est pas normal, et vous allez dire non, non, mais il y avait rien à la radio, donc c'est que ça va. Typiquement, la rupture de scaphoïnaire. Mais oui, mais Ouais. j'ai passé des examens, on me dit que c'est dans ma tête. Bah non, c'est pas dans votre tête en fait. Une Ouais. douleur à un point exquis ici, il y a de fortes probabilités que ce soit pas dans la tête du patient. On ne parle pas d'une lombalgie complexe avec des contextes biopsychosociaux. Là, il y Mhm. a un trauma, le patient il a mal là, il y a de fortes probabilités que ce soit pas dans sa tête, quoi. Donc Ouais. écoutez-les, ils savent bien, ils disent moi j'ai bien l'impression que c'est pas dans ma tête. Bah ouais, vous avez raison, monsieur ou madame. Écoutez-les parce que vraiment, plus le temps passe, plus je suis admirative de la capacité de mes patients à comprendre ce qui leur arrive en fait. Mhm. Et dernier conseil que je donnerais, donc erreur que j'ai pu faire, c'est de ne pas assez prendre soin de moi en tant que soignante. Parce qu'en fait, j'ai eu tendance je suis tellement investie dans mon métier et j'ai tellement envie de bien faire pour les patients, parce que ma devise, en fait, quand je suis devenue professionnelle de santé, c'était de soigner les patients comme si c'était des membres de ma famille ou des proches, en fait. Et je me Mhm. suis dit que si je soignais tout le monde comme ça, je donnerais forcément le maximum. Ce qui est vrai. Ouais. Parce Ouais. qu'en fait, je me dis, bah, si c'est ma mère ou si c'est mon mari ou je ne sais quoi, bah, je voudrais qu'il ait les meilleurs soins. Et tout le Ouais. monde mérite d'avoir les meilleurs soins, ce que j'ai pas eu. Et malheureusement pour moi. Et du Ouais. coup, ça fait que ça demande énormément d'investissement. Donc, je conseille aux gens de raisonner comme moi pour cette partie-là. Par contre, même si on s'investit beaucoup, il faut savoir aussi se reposer et s'écouter soi-même en tant que patient, que ce soit au niveau psy ou au niveau physique. En fait, des fois, en tant que professionnel de santé, même dans les hôpitaux, hein, malheureusement, les conditions sont catastrophiques. Eh ben, le professionnel de santé se sacrifie physiquement, psychologiquement pour soigner les patients. Alors, l'exemple typique, c'est le Covid, hein, où les soignants, bah, Ouais. ils étaient dans des états pas possibles, ils ont eux-mêmes chopé le Covid, il y en a qui sont morts, etc. Enfin, c'est pour dire à quel point les soignants se Mhm. sont sacrifiés pour les patients. Et en fait, bah, on pourrait dire que c'est très altruiste et que c'est tout à notre honneur. Le problème, c'est que quand nous-mêmes on va pas bien, bah, en fait, on soigne moins bien. Donc, même si c'était juste par altruisme, en fait, si on prend pas soin de nous, on sera de moins bons professionnels de santé. Donc, Ouais. j'ai eu des gros pépins de santé et les patients m'ont dit, mais il faut que vous vous soigniez vous-même avant de pouvoir soigner les autres. Bah, ils ont Ouais. super raison. Donc, prenez Ouais. soin de vous et vous dites pas, il faut pas vous dire, je prends sur moi, tant pis, moi je suis là pour aider les gens. Bah oui, mais en fait, il faut que vous soyez bien vous-même pour pouvoir Mhm. aider les autres. Ah, mais j'aime beaucoup les 3 points que tu as cités, mais le dernier, vraiment, C'est c'est très général. quelque chose que j'ai. Ouais, mais c'est totalement. Allez, c'est pas ce que j'attendais, mais c'est totalement le, le, le type de réponse hyper intéressante. Et justement, cette question était là aussi pour faire quelque chose de général, entre guillemets, et pas une erreur précise. Et donc, c'est Mm. hyper intéressant. Et surtout que je pense quand on sort d'école, et ben, on a envie, comme tu dis,
voilà, on a envie de bouffer du travail, d'être là pour les patients et d'en faire beaucoup, 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 beaucoup. Alors c'est bien, mais comme tu dis, il faut pas se perdre en chemin non plus. Ça, Et c'est pas une honte de faire passer aussi ses besoins avant ceux du patient aussi, que ce soit au niveau de l'horaire de temps en temps. Ben, je mmh, pense qu'il faut que la concession vienne des deux côtés et pas tout le temps. Sinon, on travaille de 17 à 21 tous les jours et on travaille c'est pas ça, de c'est ça, 10 de 10 à 16, quoi. Enfin, en tout cas, exactement. voilà. Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que les horaires, moi, c'est ce que avant je ne faisais pas. Je me sacrifiais, hein. Je faisais tout pour les patients. Oui, mais moi, je peux pas venir à cette heure-là. Ok, bah, je vais m'adapter à vous. Bah non, en fait, Mhm. parce que eux, ils peuvent pas venir parce qu'ils ont un travail, mais vous, votre travail, c'est aussi du coup de prendre soin de vous et d'avoir des horaires et de vous. Je sais que c'est dur aussi de refuser des patients, mais malheureusement, des fois, il n'y a pas le choix. Donc là, je le fais à contre-cœur, hein. Ça me rend malade, mais Ouais. je refuse des patients. Parce que je peux pas, en fait, parce que je sais que si je les prends, je vais faire n'importe quoi, parce que j'en ai déjà 15 000 et que du coup, je vais faire n'importe quoi, donc je les redirige vers d'autres confrères ou consoeurs qui, Mhm. j'espère, ont de la place. Mais, voilà, juste, c'est vrai que en tant que professionnel de santé, quand on a des problèmes de santé, quand c'est physique, on essaie de se soigner tout seul. La preuve, c'est ce que tu as fait avec ton poignet. Tu as dû essayer de te faire un Ouais. peu de renfort, un peu de trucs. Donc déjà, faut pas se soigner tout seul. Allez voir un Ouais. kiné. Là, je suis contente, hier encore en consultation, j'ai une kiné qui est venue me voir. Elle avait pas essayé de se soigner toute seule. Je dis, bah, franchement, c'est super, bravo. Parce que ce qui est bien, c'est d'avoir un point de vue complètement objectif sur la situation. Donc quand c'est un Mhm. problème physique, déjà, on se soigne tout seul, donc c'est pas bien parce que on consulte pas, on fait pas le parcours de soins normal Mhm. des autres patients, Ouais. en fait. C'est On va vrai. pas chez le chirurgien, on va pas chez le kiné, on va pas passer d'examen, ou alors on passe un examen prescrit par le médecin qu'on a croisé dans le couloir. Sauf qu'en Ouais, fait, c'est bah, ça. du coup, il a pas fait d'examen clinique correct. Et l'autre problème, déjà physiquement, c'est compliqué, mais alors psychologiquement, c'est encore pire, parce que vu qu'on est professionnel de santé, on est censé aller toujours bien, avoir toujours le smile et toujours aider les Ouais. patients et être toujours au top. Mais nous aussi, on peut avoir des problèmes psy, et évidemment, c'est très tabou, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Je vois pas pourquoi les professionnels de santé ne vivraient pas de burn-out, surtout avec la pression qu'on a, le Mhm. salaire pourri qu'on a. Alors en Belgique, vous avez un tout petit peu meilleur salaire que nous. Mais Ouais. alors en France, avec nos 16 € la séance, évidemment, Ah, du mais coup, on bosse beaucoup et qu'on est rémunéré pas si bien que ça au final avec nos charges. non. Il n'y a pas de raison Mhm. que nous aussi, on ne fasse pas de burn-out. Écouter la plainte des patients toute la journée, c'est hyper dur. Ça demande Mhm. beaucoup d'investissement personnel et ça nous bouffe. Des fois, on ramène leurs problèmes avec nous à la maison, un peu pas comme des psys, mais finalement pas si loin parce qu'ils nous parlent, ils se confient Bah ouais. énormément. Et donc, ça peut être très dur psychologiquement pour nous aussi. Et on a tendance un peu à le nier, à faire comme si de rien n'était. Alors qu'en fait, il faut pas, quoi. Faut assumer. Et nous aussi, on a le droit d'aller voir des psys, on a le droit de prendre soin de nous, en fait, pour Bah, pouvoir prendre soin on des reste autres. des humains. On C'est ça. reste des humains On n'est pas des robots. et Pas encore. ouais, c'est ça. Et comme tu dis, même si on doit faire, bah, le sourire, on doit l'avoir toute la journée. Derrière, je pense que il faut se respecter. Et je pense que ça fait partie du trajet un peu du métier. Je pense qu'au début, on se connaît pas trop à ce niveau-là. On teste un peu Mm. les limites. Et j'ai Ouais, l'impression qu'il y a toujours un moment où on fait, OK, là, bon, ça fait 6 mois que je bosse, mais je sens que soit j'ai un peu moins envie, enfin moins de motivation, ou mm. je me sens surchargé ou quoi. Et je pense que là, c'est la sonnette d'alarme. Mais je pense que on est dans une société où on prône, il faut travailler, 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 allez, travail dur, travail dur, travail dur. On tend vers quelque chose de plus léger, je pense, mais du coup, forcément, quand tu vois sur les réseaux des gens qui travaillent, qui mettent des stories jusqu'à 21h, ben toi, en tant que kiné qui sort de l'école, tu fais, bon, moi aussi, il faut que je Ça doit bosse être jusqu'à normal. 21h. Ouais, tu vois, c'est un peu Non, pas du tout. c'est celui qui Mais travaille le plus. Donc, ouais, mais en ouais, fait, c'est pas du tout une bonne idée. Moi, ouais, je faisais beaucoup, beaucoup d'heures avant et maintenant, j'en fais beaucoup moins. Les patients me disent, ouais. mais vous travaillez que ça? Bah ouais, en fait, et je fais ce que je veux. Et les patients aussi, ah bah vous prenez encore des vacances? Oui, je fais ce que je veux. Je suis en libéral, en fait. C'est l'avantage d'être en libéral, c'est que je me prends des Ouais, vacances quand je veux. J'ai c'est ça. besoin de prendre soin de moi, je suis fatiguée et je vais me reposer. Et là, en règle Ouais. générale, ils répondent pas grand-chose. Ils disent, ah bah oui, c'est vrai que ça doit être fatigant, votre métier. Bah oui, c'est fatigant, en fait. Donc laissez-moi faire ce que je veux et faut pas avoir honte. Avant, j'avais honte quand je disais que je prenais des vacances et que les patients, ils me Ouais, répondaient pareil, encore. Je dis, mais je fais ce pareil. que je veux, en fait. Moi, je faisais 50 heures par semaine. Vous faites 35 heures, j'en fais 15 de plus. Donc, Ouais, évidemment, ouais. je prends plus de vacances. Mais vraiment, Mhm. faut pas avoir honte. Et moi, je sais qu'au début, j'avais vraiment, c'est vraiment la petite kiné qui était là au service des patients. Bah oui, je prends des vacances parce que, quand même, faut que j'aille voir ma famille. Je les vois jamais. Mais j'ai même pas besoin de me justifier, en fait. Je prends des Ouais. vacances. Je prends des vacances, c'est tout. Finesse. Non, mais ok, trop bien. Ben, écoute, là, on arrive du coup à la fin de ce petit podcast ça fait quand même 1h05 qu'on est ensemble, incroyable. Souvent, c'est long avec moi. Ouais, bah, c'est parfait. Franchement, c'était vraiment super chouette de t'avoir ici.
Je suis vraiment content parce que, comme je dis, pour moi, à titre personnel, je te suis depuis quelques temps sur les réseaux et donc pour moi, Moi c'est aussi aussi d'ailleurs, un... Ah, oh, oh, c'est vrai, c'est vrai. ça fait vraiment plaisir. Euh, c'est vraiment allez, ouais, un petit privilège pour moi là de t'accueillir et Merci. que tu nous fasses vraiment profiter de ton expérience aussi. C'est vraiment ça qu'on cherche aussi avec Entendons. C'est vraiment des orateurs et oratrices. Oratrices, ça se dit? Oui, ça se dit. Oui, ça se dit. Oratrices, ouais. Oratrices comme toi. Donc voilà, bah, écoute, je te remercie mille fois en tout cas pour d'être venu aujourd'hui. Merci à Et toi. Merci à Full Physio aussi. C'est toujours un plaisir de transmettre mes connaissances avec une équipe comme vous. ah bah, c'est incroyable. Bah, écoute, je te dis à la prochaine. Je te souhaite encore une fois une bonne année quand même, Oui, 2024, merci. que tout se passe bien. Exactement. Et je suis sûr que de toute façon, on va rebosser ensemble sur Full Physio Avec un de ces plaisir. quatre. Ça va? Exactement, avec plaisir. Ok, Merci beaucoup. allez. Merci à Salut tous. Merci de Tess. votre attention. Ciao, Merci. ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui... Quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.